Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2026, un mois jour pour jour, depuis que nous avons déclaré officiellement l'épidémie en cours d'Ebola de souche Bundibugyo. Et je ne me souviens plus du nombre des exercices de redevabilité que nous avons fait dans ces cadres, mais ce soir, nous avons à nouveau le privilège d'avoir le ministre Roger Kamba de la Santé, Hygiène et Prévention sociale qui aura l'occasion de nous faire plus ou moins le point un mois après de comment se déroule la riposte, quels sont les points qui avancent et quels sont les points sur lesquels nous devons travailler davantage. Nous aurons aussi l'occasion de vous présenter quelques images ce soir de la prise en charge de personnes guéries, les témoignages de personnes qui sont guéries et pourquoi pas des images de la sensibilisation, notamment des carnavals motorisés qui sont régulièrement organisés sur le rue de Bunia, y compris par les motards, pour montrer que la prise en charge communautaire du sujet est bien assurée. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes à un mois depuis que l'épidémie a commencé. Nous étions ici il y a un mois au sortir d'une grande réunion avec le président de la République pour qu'on fasse déjà le point de la riposte et de la stratégie que nous déployons sous votre, évidemment, direction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, un mois après la déclaration officielle de cette épidémie de virus Ebola? Merci beaucoup. Je rappelle effectivement que c'était le 15 mai dernier que nous avons officiellement annoncé cette épidémie. 2 jours plus tard, l'OMS avait confirmé que cette épidémie avait effectivement traversé nos frontières pour toucher l'Ouganda. Et donc, ça en donnait un caractère international de ce point de vue. Quand nous avons déclaré cette épidémie, il y avait déjà 3 zones de santé qui étaient touchées. Je les rappelle, c'était Bunia, c'était Rwampara et c'était Mongwalu. L'épicentre, c'était vraiment Mongwalu. Et la première information que je peux donner, c'est que ça reste toujours Mongwalu, le point le plus chaud et le plus critique de l'épidémie. Vous vous rappelez qu'on avait donné plusieurs chiffres, on était monté à plusieurs dizaines, plusieurs centaines, on était arrivé à 1200. Et puis après, je vous avais dit que désormais, on ne vous donnera plus que les chiffres de confirmés. C'est-à-dire, on va éliminer maintenant tous les cas qui ne sont pas des cas Ebola, mais que nous avons suspectés au départ. Donc aujourd'hui, un mois plus tard, nous avons, pour la journée d'hier, rappelez-vous, je vous donne toujours les éléments de la veille, parce qu'aujourd'hui, nous finissons toujours vers minuit avant de clôturer. Nous sommes à 808 cas confirmés et nous sommes à 192 décès confirmés. Et nous avons actuellement 363 malades, enfin personnes qui sont en isolement parce qu'ils sont confirmés ou parce qu'ils sont suspects. Et nous avons surtout aussi beaucoup de cas guéris maintenant. Nous en avons tous les jours. Officiellement, hier, on était à 48, mais je sais déjà qu'il y en a 3 autres qui sont sortis aujourd'hui. Demain, il y en a encore d'autres qui vont sortir. Donc, nous sommes au-delà de 50 guéris officiellement et donc 192 décès. Et ça, c'est tous les morts que nous comptabilisons, aussi bien dans les centres de traitement que dans la communauté. Alors, l'endroit le plus chaud, je le disais, c'est Mongwalu. Mais de manière générale, on est à 31 zones de santé au total, c'est-à-dire tenant compte de la province de l'Ituri où on a la maladie celle qui est la plus importante, mais le Nord Kivu aussi et le Sud Kivu. Le Sud Kivu, pour l'instant, on a toujours 3 cas. Et voilà, donc on a 31 zones de santé dans les 3 provinces et nous avons donc un certain nombre de défis que je voudrais quand même relever. Je vous en prie. Le premier défi que nous avons, c'est vraiment au niveau des communautés. C'est vraiment faire comprendre aux communautés que ce n'est pas une maladie imaginée. Ce n'est pas une maladie inventée. C'est vraiment un virus que nous avons identifié, que nous avons décrit dès le premier jour. Mais malheureusement, nous avons au niveau de certaines communautés une grande résistance où les gens pensent encore que c'est une maladie inventée ou alors c'est une maladie organisée
par le système sanitaire. Et il y en a même qui, malheureusement, pensent que c'est en allant au centre de traitement qu'on décède. Alors que les guéris nous montrent tous les jours, et ils le disent d'ailleurs, j'espère qu'on va avoir des vidéos sur ça, ils le disent, venez plus tôt, parce que quand vous venez plus tôt, on va vous soigner, vous avez beaucoup de chance. Je rappelle le taux de mortalité. Nous sommes à 23% aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes presque à 80% de chances de guérir si vous venez tôt. Donc, l'appel solennel que je fais ce soir, c'est vraiment d'abord aux communautés en général, mais surtout aux leaders communautaires, pour dire, engagez-vous pour expliquer à vos communautés que, premièrement, ce n'est pas une maladie inventée, deuxièmement, ce n'est pas une maladie mystique, mais surtout, troisièmement, plus vous allez vous annoncer tôt, plus vous avez les chances de guérir. Ça, c'était donc le premier point critique que nous avons dans cette lutte. Le deuxième point critique que nous avons, ce sont les enterrements dignes et sécurisés. Encore une fois, la résistance communautaire fait que, d'ailleurs, certaines vidéos qui circulent vous le montrent, parfois les personnes pensent qu'ils doivent enterrer eux-mêmes leurs personnes décédées, et au point même parfois de chasser les travailleurs de la santé. Et cela, malheureusement, c'est le plus grand risque, parce que les rites communautaires, c'est le premier moyen de contamination. Et donc, un deuxième appel que je fais, cette fois-ci, c'est à tous les chefs coutumiers du nord de l'Ituri. Vraiment, dans le cadre de votre organisation, je pense qu'il s'appelle INADI, dans ce cadre-là, informer la communauté que les rites d'enterrement sont un moyen, c'est le plus grand moyen de contaminer tout le monde. Et donc, c'est vraiment un défi majeur. Nous avons d'autres défis qui sont notamment la surveillance des cas contacts. À cause justement de cette résidence communautaire, parfois il y a des contacts qu'on n'arrive pas à joindre justement parce que les personnes se soustraient ou même parfois ne veulent pas être représentées par leur famille. Ce qui fait qu'on a un taux de suivi pour l'instant qu'on va augmenter, parce que je vais vous dire comment on va augmenter ça, à 63%. Notre target, c'est 95%. Donc pour cela, nous avons formé des relais communautaires. On en a déjà formé 1200 et on a déjà déployé 1000. Et je pense qu'avant la fin de la semaine, ça va être un total de 1300. Et avant en juillet, début juillet, on va être autour de plusieurs milliers de relais communautaires. Alors les relais communautaires sont très importants parce que c'est eux qui vont, on en a pour l'instant 15 à 20 par aire de santé, c'est eux qui vont maintenant de famille en famille, de groupement en groupement pour rapporter tous les cas qui sont dans la communauté. Et donc ce défi-là aussi est un défi important d'aller surveiller la communauté au travers des relais communautaires. Nous avons d'autres défis qui sont des défis logistiques, mais qui sont beaucoup moins importants pour l'instant parce que nous disposons d'énormément d'équipements, mais il faut les déployer à chaque fois. Comme vous savez, nous sommes à 1 mois exactement aujourd'hui de la déclaration. Donc, on a des défis, mais la riposte avance. Elle avance et le nombre de décès, le nombre de cas que nous avons, c'est un élément qui nous montre que la riposte avance parce que nous allons chercher les gens dans la communauté. Et ça, c'est très important. Et donc, pour l'instant, nous avons, pour résumer en termes de chiffres, nous avons 808 cas confirmés dans les 3 provinces, nous avons 192 décès et nous avons 363 personnes hospitalisées pour l'instant. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. On reviendra sûrement avec les questions de journalistes parce que nous avons suivi Médecins sans frontières et toutes ces critiques qui furent sur notre stratégie des ripostes. Mais tout à l'heure, vous parliez justement des personnes guéries et de comment nous avons organisé les systèmes pour leur prise en charge avant qu'ils ne sortent de l'hôpital et qu'ils rentrent chez eux à la maison, en accord avec la technique. On va demander les témoignages que nous avons pu enregistrer par nos équipes qui sont déployées à Bunia. Nafurahi sana na kila moja. Jina yangu ni Samuel Mugisa Herve.
niko j'avais 6 ans niko parmi baguerre ya virus Ebola ile épidémie enyeko ravagé surtout ku partie est dans la province ya Ituri, surtout dans la ville ya Bunia. En fait enda pasha sema na population mingi concernant ile épidémie iko, lakini kama ukikuja mbele wakati uko na à peu près 100% ya kukuwa nini gere gise nilikuwa mara kwanja kupitia maseptome mbalimbali, kichwa kuluma kupitia saa ile diarrhée, unasikia mwili kuchoka, inomba ku rapidité kukia kuposte yeko le plus proche juu bayo gisi kana kukamata ile bani ba mesure ya kukutunza. Me kama unagawia pale ndio takuwa matata sana, na niko contre na batu yote ambao biwasima ma fausse information kuma réseaux sociaux. Vraiment usema kuma hopitali fulani iko na batu wenyewe biko na washindana mai, biko atobola mtu mai mtu akufa. No, haiko hivi. Juu kama ilikuwa kutobola mtu mai kama mimi nishakufa, parce que mimi nafa 2 semaines et 5 jours sikuona hata kitu mbaya, nilikuwa bien traité sur tous les plans ya kukula kuvala. Vraiment traitement ilikuwa vraiment mzuri tena très efficace. Première Rema tunatumika pamoja na ministère Dr. Marie, tulitayarisha IMC ilitayarisha kite fulani juu ya sorti ya wagonjwa ambao waligonjwa ugonjwa wa Ebola. Leo tunawadeklare geri, watarudi, tutawarudisha ndani ya mafamilia yao. Kama tulitayarisha kikwembe ni juu ya mamai tuko kule chini, shakose na nguo, alafu hiyo ni ya mwanaume. Tunapia mtoto wa mwaka 10 aliyegonjwa ugonjwa wa Ebola, karibuni leo atarudi nyumbani. Tulitayarisha sababu ndani ya wakati mtu anapokelewa kunako kituo ya CTE, vitu ambavyo alikuja nayo hawezi rudi nayo nyumbani, sababu ni kitu nye tunakonsidere iko kontamine. Alafu tulitayarisha hii kuwa recompense mefamie tendelea ikiongeze ingine nyumbani. Asante, tunawashukuru. Leo tutatosha watu 3, ndani ya 3 kuna mtoto mmoja wa mwaka 10, kijana mmoja wa mwaka 26 na mama mmoja watarudi leo nyumbani. Ninawashukuru. Voilà, Monsieur le Ministre, on aura évidemment quelques petits commentaires de votre part. Pour ceux qui ne comprennent pas les Swahili, Monsieur Samuel Mugisa, 26 ans, témoignait qu'il a été guéri de la maladie à virus Ebola, qu'il a passé 2 semaines et 5 jours sous les soins. Il a été bien traité et il démentait justement tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux en disant que si vous y allez, on va vous piquer, on va vous injecter des substances, parce que malheureusement, parallèlement à la riposte que nous faisons contre la maladie elle-même, nous devons faire la riposte contre les réseaux sociaux, et c'est pourquoi nous vous convions régulièrement au briefing pour passer de bons messages. La deuxième personne que vous avez vue, c'est une aide soignante qui travaille à l'hôpital et qui explique c'est quoi le kit qu'ils apprêtent pour les personnes qui sortent de l'hôpital. Parce que si nous disons que la maladie se transmet notamment en contact avec des liquides des personnes qui présentent des symptômes, donc en sortant de l'hôpital, on vous donne un nouveau kit parce que vous ne pouvez pas repartir avec vos habits qui sont potentiellement contaminés. Et donc voilà, ça c'est une stratégie qui s'applique de manière étroite. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ceci s'applique? Vous aviez dit que nous avons dépassé les 50 guéris. C'est les mêmes protocoles, donc prise en charge totale, alimentation et kit de sortie dès que vous guérissez. Mais c'est le même protocole parce que, comme elle a très très bien dit, on ne peut pas se permettre de renvoyer les effets des patients quand ils sont arrivés. On ne peut pas se permettre de les renvoyer à la maison parce que s'ils sont contaminés, eh bien, ils risquent encore de contaminer d'autres personnes. Mais je voudrais surtout insister sur et vraiment féliciter. On a beaucoup de personnel de santé qui sont guéris et qui ont décidé de retravailler pour s'occuper des malades. Notamment une dame qui est guérie, qui s'appelle Nathalie, qui est une infirmière. Je ne sais pas si vous avez sa vidéo, qui a été très très malade, qui est guérie maintenant et qui a décidé de continuer à travailler à l'hôpital. C'est vraiment quelque chose de très émouvant et de très rassurant pour nous, système de santé, parce que la prise de conscience que cette maladie doit être combattue est à tous les niveaux. Bien entendu, comme j'ai dit, la résistance communautaire
pour laquelle on travaille notamment avec les relais communautaires est un défi, mais de voir les personnes qui ont été touchées continuer à travailler, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Voilà, Monsieur le ministre, avant qu'on ne prenne la question des journalistes, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un défi de la sensibilisation communautaire. Nous étions sur place et on pourra évidemment y retourner bientôt. Et on a impliqué notamment le motard qui passe dans toutes les rues, dans toutes les avenues, pour sensibiliser les uns les autres. Peut-être qu'on va regarder ces images avant qu'on ne prenne les questions de journalistes. On commencera par Madame Bibi Mbete de la télévision nationale. Dans le cadre de la riposte à la maladie à virus Ebola, une caravane de sensibilisation est organisée dans plusieurs quartiers et villages afin de renforcer l'information et la mobilisation communautaire. Les équipes de communication des risques et engagement communautaire, accompagnées des autorités locales, vont à la rencontre des populations pour sensibiliser sur les mesures de prévention, le signalement précoce des cas suspects et l'importance de recourir rapidement aux structures de santé. Cette activité permet également de répondre aux préoccupations des communautés, de lutter contre les rumeurs et la désinformation et de renforcer la confiance envers les interventions en cours. Voilà, c'était des images de la sensibilisation communautaire. Évidemment, c'est un travail permanent qui ne s'arrête pas. Madame Bibi Mbete, allez-y pour vos questions, s'il vous plaît. Ebola, c'est une maladie zoonotique dans l'approche One Health. Quelle place occupent les médecins vétérinaires dans les stratégies de surveillance et de riposte? Dans le même ordre d'idées, je parlerai aussi des peuples autochtones. Cette communauté est très liée. En fait, disons que la vie de ces communautés est très liée aux écosystèmes forestiers et ils dépendent de la chasse notamment. Alors, est-ce qu'ils sont également intégrés dans les stratégies de surveillance et de riposte? Et deuxième question... Avancez vers le micro, s'il vous plaît, madame, pour être bien entendu. Deuxième question, monsieur le ministre. Ebola laisse beaucoup d'orphelins. Alors, est-ce que le gouvernement prévoit ou a-t-il prévu un mécanisme d'identification et de soutien des orphelins d'Ebola? Et pour terminer, vous avez parlé de l'enterrement sécurisé. Nous avons vu les vidéos, comment est-ce que les agents sont menacés par la communauté. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas prévoir qu'ils soient accompagnés des policiers pour leur sécurité aussi? Merci. Allez-y, monsieur. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est une maladie zoonotique. Il faut séparer deux phases. La phase de démarrage de l'épidémie et la phase de l'épidémie elle-même. La phase de démarrage, c'est le contact homme-animal. Mais après, c'est une contamination interhumaine. Donc, il y a deux phases complètement différentes. Pour la première phase, celle de contamination homme-animal, c'est là où toute la recherche, tout le travail se fait dans le cadre de One Health. D'ailleurs, nous avons... Monsieur le ministre, nous ne sommes pas tous spécialistes en santé publique. Lorsque vous dites dans les cas de One Health, il faut peut-être qu'on arrive à comprendre. Alors, une seule santé. Nous savons qu'on n'est pas séparés, il n'y a pas de santé animale, de santé humaine, de santé environnementale. Donc, il y a un concept qui dit que tout cela, c'est une seule santé. Et c'est dans le cadre de ce concept une seule santé où, effectivement, la première phase, où, effectivement, nous avons vraiment un grand besoin de vétérinaires et de tous ceux qui sont dans la recherche. Pourquoi la recherche? Parce que ça nous permet d'identifier la cause. Nous savons que c'est zoonotique, ça veut dire que ça vient d'un animal vers un homme,
Mais quel animal? C'est une très grosse interrogation pour laquelle, pour l'instant, j'ai déjà dit, on n'a pas de réponse. On a pensé aux chauves-souris, on a pensé aux singes, on a pensé à beaucoup d'animaux, aux souris même d'ailleurs, aux petits gibiers. Mais pour l'instant, on n'a pas une réponse catégorique pour nous dire si nous attaquons ces animaux. Par exemple, une des choses que l'on doit faire avec les vétérinaires, c'est la vaccination des animaux, quand on a un vaccin adapté. Et donc, c'est vraiment beaucoup au niveau de la recherche. Et d'ailleurs, nous avons un projet avec le professeur Mouyembe qui est très élaboré pour pouvoir faire toute la recherche sur cette maladie. Parce que d'ailleurs, pour Ebola Bundibugyo, il nous manque beaucoup d'informations. Parce que, comme vous savez, on a eu seulement 2 épisodes, en 2007 en Ouganda et en 2012 chez nous. Il n'y en a plus eu d'autres, ce qui fait que sur la maladie même, nous avons besoin de beaucoup de recherches. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec l'INRB, avec tous les chercheurs. Je voudrais ici, Excellence, rappeler que c'est lui qui gère l'épidémie, ce qu'on appelle, nous, l'incident manager. C'est un professeur dont la matière, c'est la recherche. C'est lui qui gère l'épidémie, professeur Akili Mali, qui est sur place. Et donc, vraiment, pour nous, c'est une priorité. Et d'ailleurs, on commence à sortir un certain nombre de documents qui nous permettent de comprendre un peu mieux. Donc, c'est vraiment dans cette partie-là que les médecins vétérinaires, tout ce qui est, pas seulement les médecins vétérinaires, mais les environnementalistes aussi interviennent, donc dans le cadre de One Health. Alors, les peuples autochtones, oui, bien sûr, ils ne sont pas engagés pour l'instant dans la riposte au sens structurel, mais comme vous m'avez entendu tout à l'heure le dire pour les chefs coutumiers, c'est pour mobiliser tous les... c'est pour ça que j'ai parlé des chefs coutumiers, il y en a 26 en Ituri, pour mobiliser toutes les ethnies, donc les peuples autochtones, dans la riposte. Nous avons mis leur chef, le président du caucus des chefs coutumiers, nous l'avons mis dans la riposte comme responsable du pilier engagement communautaire. C'est pour mobiliser toutes les communautés, dont les peuples autochtones. Alors, pour les enfants orphelins, je vais être honnête, on n'a pas encore tout fait pour l'instant, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, le 15, ça nous fait exactement 1 mois. Donc, nous sommes en train de déployer effectivement toute la stratégie, d'abord pour identifier tout simplement. Identifier les parents, identifier les enfants, juste identifier. Et ça, c'est un travail qui se fait par l'incident manager sur terrain. Alors, est-ce que la police doit accompagner pour les enterrements dignes et sécurisés? Je pense que oui, sauf que nous ne savons pas toujours quelle est la famille qui, à la dernière minute, se comporte comme ça. Donc, on ne va pas militariser ni rendre la police avec tous les enterrements. C'est là où il y a un souci, là où on sent qu'il y a de la tension, on va le faire. Donc, on est en train de travailler avec le gouverneur militaire qui est là pour voir comment est-ce qu'on sécurise les enterrements, parce que nous savons que c'est vraiment le moment de contamination. Et malheureusement, ceux qui se contaminent en ce moment-là, la conséquence, c'est qu'ils fuient. Et donc, ça nous pousse maintenant à aller les rechercher. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que le suivi des contacts est, à un certain moment, handicapé par le comportement communautaire, parce que si les personnes fuient, ils se cachent, on ne sait plus très bien où est-ce qu'ils sont. Et donc, en fait, ça nous diminue le suivi des contacts. Et donc, oui, pour certains enterrements, je pense effectivement qu'il faudra les sécuriser. Monsieur le ministre, peut-être que vous devez nous édifier davantage, parce que tout le monde n'est pas épidémiologue. Il y a quelques jours, je crois hier ou avant-hier, dans le CITREP, donc le document que nous sortons tout le soir pour des besoins de transparence, il a été confirmé 72 cas. La question, c'est de nous dire à quel moment dans vos prévisions, nous avions parlé ici, quand on se donnait les défis de 3 mois ou 4 mois, vous pensez qu'on peut atteindre le plateau, donc les niveaux les plus élevés de l'épidémie? Alors, je ne veux pas prendre de risque de vous dire à quel moment. Je ne veux pas prendre de risque. Je vous redis encore ce que j'ai dit dès le départ. Nous pensons gérer cette épidémie autour de 6 mois. Je l'ai dit et je le répète. Nous sommes au 1er mois. Donc, je ne peux pas prendre ce risque. Par contre, je vais éclaircir un peu les chiffres, parce que quand vous prenez les chiffres, vous pouvez leur faire dire tout ce que vous voulez. Quand nous disons qu'il y a 72 nouveaux cas, il faut savoir qu'il y a des échantillons que nous avons prélevés le jour même.
Mais il y a des échantillons des personnes décédées dans la communauté. Il y a des échantillons que nous avons estimés négatifs, mais qu'on dit on va reprendre ces échantillons. Donc quand nous disons 72, ça ne veut pas dire on a 72 nouveaux malades ce jour-là. Ça veut dire qu'on a 72 nouveaux échantillons positifs qui prennent aussi bien des personnes décédées dans la communauté que des personnes malades pour lesquelles nous avons recontrôlé, parce que le premier test peut-être était négatif, où il y avait un doute sur le test, on a repris. Et donc c'est tous ces échantillons-là qui font les échantillons du jour. Le chiffre le plus intéressant à voir, c'est combien de nouveaux malades qu'on a. Pour hier, par exemple, on est autour de 25 nouveaux malades. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que 72 échantillons positifs. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que les chiffres, il ne faut pas les prendre de manière brutale, il faut les interpréter, et c'est pour ça que nous sommes là. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va prendre les questions de Monsieur Patrick Lacoué, puis sera suivi d'un autre Patrick Ilunga. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Monsieur le Ministre de la Santé, nous sommes à la 17e épidémie. Les précédentes ripostes ont réussi grâce à l'intégration de la population. Ils ont intégré les mesures de riposte et on a eu des solutions. Tout à l'heure, la consoeur a même souligné la non-implication de la population dans les cérémonies funéraires. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette fois-ci, la population n'intègre pas réellement les mesures de sécurité prises? Deuxième question, c'est par rapport à la communauté internationale. Ebola est dans 3 provinces. Le gouvernement congolais insiste sur cet aspect, mais apparemment, Kinshasa est toujours pris comme menace au niveau international. Nous avons des soucis, des délégations qui sont bloquées à cause de cet aspect. Mais deuxième volet de cette question, il y a quand même quelques pays, si vous pouvez quand même les citer, qui, eux, comprennent que la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa et ce n'est pas seulement ces provinces qui sont touchées, continuent quand même à apporter leur aide. Est-ce qu'il y a lieu de savoir précisément ces pays qui apportent ces aides à la RDC? Merci. La question me paraît vague. Pays qui apportent des aides, dans quel sens? À côté de ceux qui refusent le mouvement migratoire vers leur pays, des Congolais, il y a quand même ces pays qui apportent de l'aide. Mais on aura peut-être du mal à les lister, dans le sens où nous avions reçu, le ministre de la Santé a reçu la commissaire européenne qui est venue au nom de l'Union européenne. Et donc ici, on ne peut pas stigmatiser, dire tel pays n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Je vis aujourd'hui que les Américains atteindraient les milliards dans le cadre de la contribution à la lutte pour la riposte, même si ils interdisent aux gens d'accéder à leur territoire. Mais bon, il faut peut-être être plus précis. Je crois que peut-être le ministre, si vous avez bien compris la question. J'ai compris sa question, je vais y répondre. Alors pour la première question, je viens de vous dire ici qu'on a formé 1200 relais communautaires. Ce sont des gens de la communauté. Ce n'est pas des gens qui sont venus de Kinshasa. De Kinshasa, notre équipe, c'est autour de 80 personnes. Donc quand on a 1200 personnes formées, ce sont des personnes locales. Je dis ça parce que je profite pour vraiment tordre cette idée que ce sont les gens de Kinshasa qui sont là, qui gèrent, la population locale n'est pas impliquée. Les 1200 relais communautaires qui sont sur place, là, ce sont des gens de l'Ituri. Vous pensez que les motards qu'on a vus là dans le film sont des gens qui sont venus de Kinshasa? Ce sont des locaux que nous avons effectivement mobilisés, à qui nous avons donné les moyens pour parler à leur propre population. Cependant, comme me disait tout à l'heure un ancien ministre qui me disait, mais il faut savoir aussi la dynamique communautaire qu'il y a là-bas, qui peut faire que la résistance pour certains endroits est plus importante que pour d'autres. Et c'est pour cela que nous avons pris les 26 chefs coutumiers, donc de tout l'Ituri. On dit, bon, comme ça, tous vont être embarqués parce que
vous avez raison, la première façon d'arrêter cette épidémie, c'est l'implication des communautés locales. Et nous les impliquons. Je répète encore, nous avons 1000 relais communautaires déployés sur les 1200 que nous avons formés, parce que les autres ont fini de les former. Et avant la fin de cette semaine, on aura 1300 déployés. Nous allons vers 20 à 25 relais communautaires par aire de santé. C'est-à-dire des gens qui sont dans l'aire de santé, l'unité la plus petite, et qui passent leur temps à parler aux familles, à expliquer, à sensibiliser, mais aussi à nous signaler quand il y a, par exemple, on voyait qu'il y avait des motards qui prenaient un mort et qui mettaient sur leur moto pour aller enterrer. Eux-mêmes, ils prenaient des risques pour eux. Et donc, nous avons remis ces motards-là dans la riposte, de telle sorte qu'ils comprennent qu'ils sont en train de prendre un risque. Donc, il y a un grand travail de sensibilisation qui va fonctionner. Vous savez, même si vous prenez l'épidémie de Goma, de 2018-2019, c'est quand ce mécanisme d'intégration de communautés a fonctionné que finalement, on a stoppé l'épidémie. Mais au départ, on avait le même problème. Par exemple, il y a des tradipraticiens qui étaient payés par un malade. Quand vous êtes malade, vous allez voir le tradipraticien. Qu'est-ce que le tradipraticien faisait? Ce qu'on a vu à Goma, c'est qu'il gardait le malade le plus longtemps possible, parce que le malade payait, et quand ça devenait dangereux, maintenant, il l'envoyait à l'hôpital. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, on va prendre en charge les tradipraticiens, comme ça, ils ne gardent pas le malade. Donc, maintenant, là, par exemple, ce que nous allons faire, c'est maintenant rendre tous les soins gratuits dans les milieux communautaires. Je ne parle pas des soins d'Ebola, je parle de tous les autres soins. Pour que des malades n'aient pas peur de venir aux soins et pour que nous puissions repérer les cas les plus suspects le plus rapidement possible. Donc, c'est une stratégie pour intégrer ces gens. Moi, je pense que c'est vraiment la communication et la sensibilisation qui va faire que les personnes vont pouvoir répondre, pas nécessairement faire de la résistance communautaire. Et surtout, les relais communautaires. Mais la première fois que nous sommes partis, enfin la deuxième fois que nous sommes partis avec le ministre Mouyaya, on a parlé avec les élus locaux, les députés locaux, qu'on a sensibilisés. Là, demain, à 11h, nous avons réunion avec les députés nationaux pour pouvoir les sensibiliser davantage pour qu'ils parlent à leur base, pour dire allez aux soins parce que c'est gratuit. Vous prenez le risque pour rien en fuyant. Et donc, c'est vraiment très important que tous les leaders communautaires soient impliqués et c'est vraiment la stratégie qui va fonctionner là comme elle a fonctionné ailleurs. Mais, encore une fois, vous savez, on vient vous annoncer il y a un mois que cette maladie existe. Vous ne changez pas votre façon de penser du jour au lendemain. Il faut insister pour que vous compreniez. Et puis parfois, l'exemple, quand vous voyez des morts, là vous vous dites non, c'est vraiment pas quelque chose qui a été inventé. Quelqu'un disait, est-ce que vous pensez qu'un médecin peut se suicider lui-même en attrapant la maladie? Parce qu'on a vu des médecins mourir. Quand, juste pour inventer une maladie, non, c'est vraiment une vraie maladie qui est là et qui est dangereuse. Nous avons un taux de létalité autour de 20%, ce qui est beaucoup mieux que Ebola Zaïre. Mais pour qu'on atteigne vraiment ce taux-là, il faut que les gens viennent tôt, qu'ils se fassent soigner le plus tôt possible. Alors, pour la deuxième question, comme disait le ministre de l'Information, nous avons reçu ici la commissaire européenne, qui est venue au nom de l'Union européenne et qui est partie à Bunia, qui est restée à Bunia, qui a circulé et elle a déclaré de toute façon. Et nous avons eu une réunion avec elle et Africa CDC, avec l'OMS, nous avons eu une réunion cette semaine avec elle. Et, pas cette semaine, vendredi, c'était vendredi. Ce vendredi, nous avons eu la réunion. Et elle a été très claire. Il n'y a aucun objectif sanitaire à fermer les frontières. Il n'y a aucun objectif sanitaire. Quand vous fermez les frontières, les gens prennent des voies détournées. Et quand ils prennent des voies détournées, eh bien, malheureusement, on n'a plus les moyens d'assurer les points de contrôle. Parce que les gens ont toujours tendance à aller chercher ailleurs. Donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir une bonne ceinture de contrôle. Et c'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, à ce propos, vous avez vu l'aéroport de Ndjili. Vous avez peut-être, pour ceux qui sont à Bunia, ils ont peut-être vu l'aéroport de Bunia, comment les mesures ont été prises. Et d'ailleurs,
la commissaire européenne est partie à Bunia pour aller voir. Et elle est revenue en disant, par rapport au circuit, il n'y a rien à dire, tout a été fait. Et donc, oui, il y a des pays qui, par peur sans doute, mais pas par mesure de santé publique, ont fermé des frontières, mais encore une fois, j'ai dit, ça n'a pas de substrat scientifique, il n'y a pas de raison. 17e épidémie, l'épidémie qu'on a eue en Afrique de l'Ouest qui a fait des dizaines, qui a fait des milliers de morts, officiellement plus de 11 000 morts, ça touchait plusieurs pays. Cette épidémie-là n'a pas entraîné la peur qu'on voit aujourd'hui. Donc ce n'est pas lié aux mesures de santé publique. Si je peux me permettre un petit commentaire. Tout à l'heure, le ministre nous disait que c'est les rites communautaires, notamment autour des morts, qui est le premier facteur de risque. Et évidemment, on peut comprendre les appréhensions des uns et des autres parce que fort malheureusement, lorsque les gens s'expriment, ils s'expriment que là où, plus souvent, pour ce que nous considérons comme des défis. On ne va pas dire qu'on n'a pas fait ceci ou on n'a pas fait cela. Il faut regarder la marge. Il faut regarder l'étendue. Les défis, ils sont énormes. Mais lorsque vous affrontez les cultures, les croyances qui sont enracinées, d'abord, il ne faut pas venir faire croire à ceux-là qui sont en tort, mais il faut venir avoir un échange, une discussion. C'est un défi permanent. Nous y travaillons de manière permanente. Et malheureusement, les témoignages qui peuvent ressortir et qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux, vous connaissez les principes, c'est souvent ce qui est négatif qui est partagé. Avec le ministre, nous avons fait le choix de la transparence, y compris dans la communication, et autant nous sommes ouverts justement à toutes les critiques qui nous parviennent, pour autant que ça nous permet d'améliorer la stratégie. Au début, nous annoncions avec le ministre le nombre des cas suspects. Certains nous ont reproché cette transparence, disait vous aviez 900 cas suspects, mais le ministre nous a dit, à Bunia, a dit que maintenant, parce qu'on a plus de matériel de laboratoire de testing, on est en mesure de confirmer directement les cas qui sont touchés. Donc, il y a un effort à faire, d'abord dans la compréhension de la maladie, de comment elle fonctionne et des défis que nous avons. Et ici, les défis doivent être notamment dans la communication. Tout le monde doit s'engager pour une meilleure connaissance de la maladie et tout le monde doit aussi s'engager à éviter de partager parfois des vidéos alarmistes des personnes inexpertes qui n'ont pas les pédigrés qu'il faut pour être ceux qui viennent parler au nom des spécialistes comme le ministre le fait ce soir. On va prendre les questions de M. Patrick Ilunga et puis ce sera M. Oscar Mbal. Merci, Monsieur le ministre. J'ai deux questions pour Monsieur le ministre de la Santé et une question pour vous-même, Monsieur le ministre de la Communication. La première question, Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec la demande de l'anticorps monoclonal que le gouvernement avait demandé aux États-Unis d'Amérique? C'est la première question. La deuxième, c'est que votre communication est rassurante, c'est bien. Vous insistez beaucoup sur les personnes guéries, mais lorsque vous regardez les chiffres du gouvernement et les chiffres de l'Institut national de santé publique, entre jeudi et dimanche, il y a eu 60 morts quasiment. Et MSF dit on ne connaît pas encore l'ampleur du mal. Que répondez-vous à ceux qui estiment, comme MSF, que la propagation dépasse un petit peu les capacités de riposte? Ce sont les deux questions. Monsieur le ministre de Communication, une question d'actualité. Il y a quelques jours, il y a eu deux rapports parallèles. Le premier, c'est Human Rights Watch, mais je souhaite beaucoup plus insister sur le deuxième rapport de Global Witness, qui a fait état du pillage des ressources naturelles, notamment le coltan, qui profite aux entreprises du Rwanda, de la Chine, de Thaïlande, des États-Unis d'Amérique. C'est comme un conglomérat industriel, en tout cas mondial, contre le Congo. Alors j'étais curieux de savoir que va faire, comment va réagir le gouvernement. Mais je n'ai vu aucune réaction
ni par rapport au rapport Global Witness, ni par rapport au rapport de Human Rights Watch. Est-ce que le gouvernement est à ce point blasé pour ne plus réagir, ni communication, ni quoi que ce soit, autour de rapports qui sont très alarmants? Voilà, merci. On va commencer par le ministre de la Santé, je terminerai. Alors pour l'anticorps monoclonal, je pense avoir répondu ici que d'ailleurs j'étais en Ituri, donc c'était il y a à peu près un peu plus de 2 semaines, quand je viens de recevoir la réponse du gouvernement américain en disant nous sommes d'accord et on enclenche le processus. Donc le processus est en cours. Je rappelle que cet anticorps monoclonal va permettre de faire la recherche et l'essai clinique. Je rappelle que nous avions demandé, nous, 500 doses pour faire cette recherche clinique parce que l'anticorps monoclonal a été essayé d'abord in vitro, ensuite ça a été essayé chez l'animal, ensuite ça a été essayé chez l'homme pour voir s'il y avait des effets secondaires, ce qu'on appelle la phase 1. Maintenant, on passe à la phase 2, donc le processus est en cours. C'est vraiment un certain nombre de documents, un certain nombre de protocoles de mise en place qui est en cours. Rappelez-vous, nous sommes toujours à 1 mois du début. Hein, donc parfois, on a l'impression que ça traîne depuis très très longtemps, mais ça fait tout ce qu'on dit là, c'est dans les 30 derniers jours. Donc on est dans le processus et ça devrait... le processus est enclenché. On a déjà reçu la réponse positive parce qu'on doit mettre avec les universités, je vous avais dit, notamment avec l'université d'Oxford, pour pouvoir avancer. Donc on travaille sur le processus pour pouvoir essayer, parce que quand on l'utilise, on doit ensuite nous assurer que les données que nous avons répondent aux questions que nous avons posées. Bref, il y a un protocole d'essai qui est en train d'être finalisé et on va commencer. Je rappelle encore que c'est vraiment pour les malades. Ce n'est pas un vaccin. C'est vraiment un traitement pour les malades et les malades sévères. On ne va pas faire de la recherche à ce niveau-là chez tout le monde. Donc, le processus est en cours. Est-ce que la profondeur du mal dépasse la riposte? Non. La riposte répond au mal. Maintenant, la question qui se pose, c'est par exemple, est-ce qu'on a assez de tests pour que tous les patients suspects soient testés? Maintenant, je vous réponds oui. Est-ce qu'on a la possibilité de suivre tous les cas contacts? Je vous ai donné les chiffres. On est autour de 63%. Et nous avons formé les relais communautaires et sûrement la semaine prochaine, le chiffre va beaucoup augmenter parce que ce sont les relais communautaires qui vont permettre qu'on puisse suivre les contacts. Est-ce que nous pouvons soigner les malades? Vous les voyez sortir guéris. Et si on n'a pas un malade on nous a amené, que nous avons laissé dehors? Donc quand on dit que l'ampleur on ne connaît pas, ça c'est certain qu'on ne connaît pas tous les malades qui se promènent. C'est pour ça qu'on suit les contacts. Parce que si on connaissait tout le nombre de malades, on vous dirait il y a 2000 malades, il y a 3000 malades. On vous dit que les cas que nous avons, nous sommes à 360 à peu près qui sont hospitalisés. À moins que dans la communauté, on cache un malade. Mais si on nous le révèle, nous, on le prend en charge. Donc la riposte n'est pas dépassée par le mal. Je ne comprends pas d'ailleurs le concept. Hein. Si c'est pour dire vous n'avez pas assez de tests, je me dis non, c'est faux. Parce que maintenant, nous répondons à 24 heures. C'est-à-dire que quand on a testé, le même jour, on a la réponse. Et donc ça, c'est une évolution qu'on n'avait pas. Par exemple, on avait un retard dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheminer tous les intrants au laboratoire. Et maintenant, même là, parce qu'on a mis un laboratoire à Beni, on a mis un laboratoire à Butembo, donc même là maintenant, on teste dans les 24 heures. Donc, c'est difficile de dire la riposte est dépassée par l'ampleur. Je ne sais même pas comment. Si la personne qui parle d'ampleur peut nous dire, mais lui, il sait comment c'est ça l'ampleur, parce qu'il dit qu'il ne sait pas. Comment il dit que l'ampleur est plus grande ou plus petite? C'est sur base de quoi? Parce que nous, sur base des malades et des contacts, nous savons que nous sommes autour de 63% de suivi des cas. Sur base des échantillons, on vous dit que tous les échantillons prélevés sont traités. Donc quand quelqu'un dit l'ampleur dépasse la riposte, je ne sais pas de quelle ampleur il parle. Monsieur le ministre, il y a peut-être une observation générale que vous avez faite que je voudrais rappeler spécialement pour cette question qui concerne d'ailleurs toutes les organisations internationales qui sont impliquées dans la riposte, en commençant par l'OMS. Les chiffres
qui sont donnés. C'est des chiffres qui viennent des services du ministère de la Santé. Le ministre vous a dit tout à l'heure qu'on va s'assurer que dans toutes les aires, là, les plus petites zones, qu'il y ait des représentants, premièrement. Personne, aucune organisation ne viendra vous donner des chiffres différents de ceux-là, parce qu'ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas le personnel qui fait ce travail au quotidien. Première précision. Deuxième précision, nous fonctionnons dans la transparence. Le docteur Tedros était ici, à Bunia, il a rappelé qu'il y a une seule stratégie des ripostes. Il n'y a pas de ripostes parallèles. Il n'y a aucune autre organisation qui mène la riposte contre Ebola. Et la stratégie des ripostes, c'est sous les leaderships du gouvernement. Ça veut dire que toutes ces structures se réfèrent au gouvernement avant d'intervenir ou pendant leur intervention. Et de toute évidence, il y a des interactions. Alors, parfois, cette forme d'alarmisme que nous notons dénote parfois je ne sais pas si je dois parler de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, parce que là, c'est finalement une question de perception en fonction peut-être des intérêts des uns et des autres. Nous, notre intérêt, c'est de présenter la réalité. Le ministre a parlé tout à l'heure des difficultés que nous rencontrons, qui sont du reste pas insurmontables. Le ministre vous a dit qu'ici, hier, on avait des soucis logistiques de faire parvenir notamment les tests qui devraient venir de Beni pour Kinshasa. On y a mis un laboratoire. Nous sommes à 1 mois. Alors, il faut que les uns les autres prennent aussi la latitude de contre-vérifier ou tout au moins de poser la question aux autorités congolaises qui sont habilitées, qui sont sur place, pour davantage avoir des éléments d'éclairage plutôt que de vouloir s'offrir une visibilité sur un sujet qui est préoccupant pour nous et qui est pris avec la gravité que cela nécessite. Je vais peut-être compléter le ministre pour dire, le site REP là, que nous partageons, il est fait par nos équipes avec tous les partenaires ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure, que nous le validons la nuit. Donc, quand on a collecté toutes les informations, nos équipes sont assises avec les équipes de l'OMS, sont assises avec les équipes de Médecins sans frontières, sont assises avec l'équipe de Africa CDC, ils sont à Bunia sur place. Et c'est quand ils ont validé, et c'est pour ça que ça prend du temps, que finalement, on nous envoie les... Donc, les chiffres que nous vous donnons, ce n'est pas les chiffres qui sortent clandestinement de quelque part. Ils sont validés avec tous les partenaires. Et c'est seulement quand ils sont validés que nous les mettons à disposition. Et comme a dit le ministre Mouyaya, ce sont nos équipes qui sont sur terrain qui vont chercher l'information. Je ne sais pas si, là vous avez cité MSF, je ne sais pas si MSF a un réseau des gens sur place qui vont voir plus que ce que nous voyons et qui viennent dire, voilà, nous avons vu ceci que vous n'avez pas déclaré. Et je répète, j'insiste là-dessus, même si les chiffres augmentaient comment, on vous dira que ça a augmenté. C'est dans notre intérêt de le dire, parce que c'est comme ça qu'on va stopper la maladie. Si nous cachons un chiffre, malheureusement, nous prolongeons la maladie. Je ne sais pas quel est le ministre qui serait content de voir une maladie se prolonger. En tout cas, ce n'est pas moi. Voilà. Alors, sur l'autre volet de votre question sur les récents rapports de Human Rights Watch et des Global Witness, ce n'est pas des rapports qui nous surprennent. Parce que n'oubliez pas que nous avons des services. N'oubliez pas non plus que c'est pour ça que quand nous parlons de notre stratégie, j'ai envie de dire de riposte, pour utiliser les termes en vogue, contre cette agression, nous avons un front judiciaire, nous avons un front économique. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, il y aura encore des actions judiciaires qui seront posées au niveau du ministère de la Justice, parce que pour nous, il n'est pas simplement question, pour ce qui concerne les minerais, par exemple, de blâmer ceux qui viennent piquer à la source, mais il faut regarder toute la chaîne. À ces propos, nous avions eu une grosse réunion avec la Première ministre il y a quelques mois à Genève, avec tous les traders qui interviennent plus ou moins dans les circuits. Les rapports viennent évidemment corroborer des informations que nous avons, mais les rapports viennent aussi nous donner des éléments qui pourront enrichir justement tout ce que nous avons déjà apprêté, parce que, comme je le disais, c'est la justice, d'une part,
qui va venir pour l'économie, d'autre part, tout au moins l'économie des guerres entretenues par le Rwanda qui vit évidemment de cette guerre dans la partie est de la RDC. L'autre volet du rapport, c'est aussi un point sur lequel nous sommes déjà revenus. Le rapport, ici je parle du rapport de Human Rights Watch. Le père et les fils, nous savons qu'ils sont impopulaires dans les parties du pays qu'ils occupent. Mais parce qu'ils gouvernent par crime, exactement sur le modèle du Rwanda. Ils contraignent des enfants. On a reçu plusieurs fois des alertes des parents, souvenez-vous, qu'à un moment donné, les parents ne voulaient même plus envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'on veut recruter des enfants, on veut faire du cinéma, y compris pour présenter, par exemple, dans tel camp, voilà les personnes qui ont été recrutées. Les rapports de Human Rights Watch qui corroborent ce que nous avons déjà dit, pourra davantage d'ailleurs nous servir dans le travail judiciaire qui est en cours. Parce que tous ces crimes, et là-dedans il y a des crimes, des guerres et tout le lot de types de crimes que nous retrouvons et pour lesquels la justice, notamment au niveau international, est saisie ou sera saisie. De toute évidence, ici, nous connaissons le type justement de l'agresseur, ses méthodes, nous les traquerons partout et d'ailleurs, les rapports, que ce soit de Human Rights Watch ou des Global Witness, ne relèvent pas tout ce qui se passe sur le terrain. Et donc nous comptons sur nos services et lorsque ces rapports viennent, ils corroborent les travaux en cours et ça va davantage étoffer notre réaction. La réaction du gouvernement n'est pas simplement en faisant un communiqué ou en parlant. La réaction du gouvernement, je pense que c'est plus dans l'action. Et si vous avez vu que les autorités américaines ont pris des sanctions contre l'armée rwandaise, c'est parce qu'y compris cette armée rwandaise, elle contribue ou elle collabore ou elle est complice, elle est responsable de tous ces circuits mafieux de production illicite des minerais. Et pour toutes ces choses, il y aura évidemment de suite par rapport aux démarches judiciaires qui sont en cours. Monsieur Mbal, pour vos questions. Et puis nous prendrons les questions de Monsieur John Kanyunyu et Eric Izami. Voilà, j'ai deux petites questions. La première est adressée au ministre de la Santé publique. J'ai suivi dans votre mot introductif. Vous avez parlé d'une certaine évolution par rapport aux guéris. Le nombre de guéris a sensiblement augmenté. Mais paradoxalement, les pays comme les États-Unis, le Canada, le Mexique, les Émirats arabes unis, tout récemment, d'ailleurs de qui la République démocratique du Congo dépend beaucoup en termes d'importation. Beaucoup de commerçants se rendent à Dubaï. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, mais on ne sent pas au niveau du gouvernement entrer en contact, prendre langue avec ce pays pour la réouverture des frontières parce que c'est contre le protocole de l'OMS. Qu'est-ce qui est prévu? C'est ma question qui vous concerne, Monsieur le ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, j'ai une question d'actualité. Le vendredi dernier, l'opposition politique bien sûr, a organisé un sit-in que le gouvernement provincial avait délocalisé pour les terrains à Sosa. Mais finalement, les militants et les leaders de l'opposition politique se sont agglutinés devant le siège de l'ECD. Juste après ces sit-in, le gouvernement provincial, même vous-même, vous êtes prononcé en annonçant l'ouverture d'une enquête. Je voudrais savoir, c'est ça la question, à l'issue de ces sit-in, est-ce qu'il y a eu des morts? Parce que le rapport qui a été présenté fait état de plusieurs dégâts et des blessés. Je voudrais savoir s'il y a eu des morts à l'issue de ces sit-in. Merci. Voilà. Merci pour la question. Monsieur le ministre. Oui, d'abord, le nombre de guéris va continuer à augmenter. Vous savez, quand vous regardez nos chiffres, vous allez voir que entre le nombre, je vous dis par exemple qu'on est à 808 cas, le nombre de personnes qui sont hospitalisées qui sont à 300 quelque chose, le nombre de guéris, je vous dis, ils sont à 50 quelque chose. Et puis vous vous dites, mais les autres sont où? Ça, c'est une première question, par exemple. En fait, c'est parce que le nombre de guéris va continuer à augmenter. Il y a des gens pour lesquels nous attendons juste un deuxième test, et donc ça va continuer à augmenter. Je répète encore, cette riposte, cette épidémie est grave, elle est sévère. Ce n'est pas une petite épidémie, c'est une grosse épidémie parce que ça touche une très grande province où il y a 8 millions d'habitants
et où il y a un grand mouvement commercial. Mais si vous regardez ces chiffres un peu plus en détail, vous allez voir que 85% de cette épidémie est dans 4 zones de santé. Dans Bunia, Nyakoundé, Rwampara et Mongwalu. Les autres zones de santé, vous allez trouver un cas, 2 cas, et rappelez-vous que j'ai dit, chaque fois qu'il y a un cas, on dit que l'épidémie est là. Et donc, c'est très, très concentré à cet endroit-là. Bien entendu, on peut avoir un cas qui sort, qui se retrouve ailleurs, mais ça ne va pas donner l'ampleur qu'on a de l'autre côté parce qu'on va pouvoir l'étouffer rapidement. Et c'est pour ça que j'ai dit, les mesures qui sont prises, nous, on va à Bunia. On était à Bunia dernièrement, on va sans doute y retourner. Nous, on va à Bunia, on ressort, on repart. Il n'y a pas de peur. Donc les mesures qui sont prises, encore une fois, ce ne sont pas des mesures de santé publique. Quand je parle des pays qui ferment les frontières. Mais nous sommes en contact avec eux. Vous savez que notre équipe est finalement partie pour le match, même si à un moment, je peux vous assurer qu'à un moment, ils nous avaient même contacté pour nous dire, mais même l'équipe ne vient pas. Ils nous avaient même contacté pour ça, on leur a expliqué, mais sur base de quoi vous faites tout ça? Et même maintenant, on voit que le gouvernement américain commence à réfléchir comment on évolue. Donc on est vraiment en contact avec eux. Le chargé de mission des États-Unis, les chargés d'affaires, c'est-à-dire le représentant de l'ambassadeur, on va dire, eh ben, on est en contact quasiment tous les 2 jours pour pouvoir parler, expliquer. On vient de vous dire qu'on était avec la commissaire européenne. Donc on parle avec l'Union européenne. On parle avec tous les pays. Et dès qu'un pays prend une décision, on va vers ce pays-là pour dire, mais expliquez-nous pourquoi vous avez pris ça. Parce que, scientifiquement, on ne voit pas ce que ça va changer pour vous. Prenons même que dans le pire des cas, vous avez un cas qui vous arrive. Ce n'est pas une épidémie. Rappelez-vous donc la fameuse épidémie dont j'ai parlé de 2015 en Afrique de l'Ouest. Oui. Eh bien, il y a eu 4 cas aux États-Unis. Et donc, je crois vraiment que ce n'est pas des mesures de santé publique et nous passons notre temps à parler avec eux. Donc, ne pensez pas que quand un pays prend une décision comme ça, nous, on se tait et puis c'est fini. Non, non, non. On a vraiment des contacts très, très, très suivis. Et il y a des pays qui essaient de trouver des solutions qui ne sont pas non plus des solutions de santé publique. D'ailleurs, j'en profite ici de faire des tests de dépistage. Je ne sais pas si vous avez prévu de poser cette question, mais c'est un test inutile. Vraiment inutile. Je sais que beaucoup de gens commencent à partir à l'INRB en disant « Est-ce que je peux faire un test avant mon voyage ?» Parce que c'est vraiment inutile. Mais bon, parfois la panique peut faire des choses qui ne sont pas des choses très rationnelles. Mais bon, on est en contact avec tous ces pays-là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et c'est pour ça que nous sommes transparents, justement. Et c'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs ici qui annonçaient, par exemple, des cas à Kinshasa. Le ministre a déjà eu l'occasion de le dire, que s'il y a un cas à Kinshasa qui est avéré, il y a des dispositions qui ont été prises pour en assurer la prise en charge. Et je pense aussi que le ministre, les mesures préventives qui doivent être prises sont prises dans les différents points de barrières dans les aéroports. Et d'ailleurs, je pense qu'on va demander à nos équipes de faire une petite visite à l'aéroport pour qu'on voie les circuits qui ont été aménagés à l'arrivée à Kinshasa. Et c'est bien les dispositions qui ont été prises aussi partout, principalement pour les provinces qui sont touchées. Je dois rappeler ici, et les ministres l'ont dit souvent, nous sommes à 1 mois de l'épidémie, mais si vous regardez, nous avons les 3 provinces, et ce sont ces 3 provinces qui sont touchées en 1 mois. Et donc, le jour où les éléments nouveaux arriveront, nous-mêmes, parce que la transparence fait partie de notre stratégie des ripostes, on viendra le dire. Il faut donc s'y méfier parce que la semaine dernière, Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on disait qu'il y avait des cas à Boudjala. Oui. Mais tout ça relève... On m'a même envoyé des vidéos. Des rumeurs. Et qu'il faut vraiment... C'est pour ça que le rôle de vous, les médias, est crucial. Alors, sur votre question par rapport à la manifestation du 12, je dois d'abord rappeler un principe. C'est que la liberté de manifester ou la liberté d'expression, c'est des droits qui sont garantis par la Constitution. Je dois rappeler aussi que dans ces contextes,
la violence n'a pas de place. La violence est inacceptable d'où qu'elle vienne. Je dois aussi rappeler que lorsque responsable politique, vous convenez avec les autorités urbaines du lieu et de comment la manifestation peut se dérouler, je pense qu'il faut s'en tenir à ce qui est prévu. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas revenir sur le détail. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce que nous avons fait? Le communiqué que j'ai sorti samedi a été sorti après, parce que le vendredi dans la soirée, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a rendu visite aux responsables des partis politiques qui étaient à la marche la journée. On ne les regarde pas parce qu'ils sont d'un courant politique différent, mais on les regarde d'abord comme de Congolais, dans un contexte où les libertés publiques sont garanties. Et donc, le ministre de la Justice a fait cette démarche pour, y compris, avoir les détails de leur version par rapport aux événements qui sont passés. Et le lendemain, nous avons fait un communiqué. Je rappelle encore la transparence. S'il y avait des morts répertoriés ces jours-là par nos services, on l'aurait déclaré. Lorsque nous parlons des rapports de service, c'est des rapports qui viennent de la police, c'est des rapports qui viennent des services hospitaliers parce qu'il n'y a pas des blessés qu'on veut garder à la maison. Les blessés, leur place, c'est à l'hôpital pour qu'ils puissent bénéficier de la prise en charge sanitaire qu'il faut. Ce qui a été fait. On a vu des gens dire qu'il y a eu des morts. J'ai même vu un tweet du ministre des Affaires étrangères belge et d'un porte-parole de l'Union européenne. La question, c'est que s'il y a eu des morts, mais alors, qui nous donne les noms, les identités, les adresses, quelle morgue, et nous, gouvernement, on va assumer notre part. Et ici, je ne dévoile pas un secret. Dans le cadre justement de la manifestation de la vérité ou de la justice, pour qu'on sache les détails de tout ce qui s'est passé, le ministre d'État, ministre de la Justice, a écrit aux responsables de ces différentes forces politiques qui ont dit qu'il y a eu des morts à tel endroit, qu'il y a eu des blessés à tel endroit, qui nous transmettent les listes, qui nous transmettent les adresses. C'est aussi de cette manière que la justice doit se faire. C'est aussi de cette manière qu'on va prouver qu'on est responsable. Parce qu'il est tellement facile de déclarer des choses sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, dans les cas justement du travail de la manifestation de la vérité, cela doit se faire autant pour ceux qui, en Belgique ou ailleurs, disent qu'il y avait des morts, ils en parlent au conditionnel. Je trouve que c'est déjà assez risqué à ce niveau-là de parler au conditionnel. Nous donnent les éléments. Nous serons à mesure, nous, de confirmer les propos qui tiennent, mais pour nous, ce soir, dans les différents rapports qu'on a reçus, il y a eu 6 ou 7 blessés, il y avait un blessé grave, mais qui a été pris en charge. Et je pense que le pronostic vital, d'après ce qui m'a été dit par les chefs de la police, que j'ai questionné samedi à ces sujets, son pronostic vital n'est pas engagé. Et donc, s'il y a des évolutions, nous pourrons évidemment, dans la transparence, revenir. Mais pour le reste, j'espère que les uns et les autres, après avoir reçu les courriers du ministre d'État, ministre de la Justice, contribueront en donnant les noms, la liste de ceux qui, de leurs militants, pensent qu'ils ont été soit morts, soit blessés. Et comme ça, on pourra organiser une bonne prise en charge parce que les responsabilités doivent être établies. Voilà. Monsieur John Kanyunyu, j'espère que ce n'est pas une question d'actualité. Nous sommes dans la riposte. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre Samuel, je ne serai pas alarmiste aujourd'hui, parce que je sais que vous attendez à ça. Je suis content quand même, parce que la riposte est effective en Ituri, selon les informations que nous avons reçues. Il y a l'ouverture de plusieurs centres de traitement d'Ebola à Bunia et dans ses environs. Donc là, c'est vraiment une bonne chose. Et une autre bonne chose, c'est que la population est maintenant consciente que l'Ebola existe bel et bien et que ce n'est plus le fameux cercueil-là des Mungwalu qui jetterait des mauvais sorts à la population. Alors, vous vous êtes toujours opposé à la fermeture des frontières, et voilà, parce que ce n'est pas la priorité dans la riposte. Mais je reviens sur
la situation qui demeure préoccupante en raison des déplacements des populations quittant Mungwalu, Bunia et ses environs pour Beni, et d'autres se dirigent vers Kisangani et Kinshasa. Compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes contaminées, ne serait-il pas possible d'envisager un confinement temporaire de Bunia et de ses environs afin de prévenir la propagation du virus dans d'autres villes, y compris Kinshasa? Je sais que vous vous opposez à cela, mais si on peut se référer à l'expérience de l'Ouganda, l'Ouganda a fermé ses frontières et aujourd'hui, si ma mémoire ne me trahit pas, l'Ouganda est au 11e jour sans aucun cas confirmé d'Ebola. Est-ce que cette expérience, vous ne pouvez pas l'essayer chez nous en confinant temporairement, je le dis bien, Bunia et ses environs, parce que ce que j'ai appris, il y a des gens qui quittent Mungwalu pour Beni, pour votre information. La plupart des commerçants ambulants dans Mungwalu et certains villages de l'Ituri viennent de Butembo. Et il y a ces déplacements. Il y a maintenant un risque de contamination et l'augmentation des nombres de contaminés dans ces zones-là. Est-ce que ce n'est pas possible de faire ces confinements temporaires? Merci beaucoup. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la première personne à poser cette question. Rassurez-vous que c'est une question qui revient très fréquemment. Votre question revient à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas confiner la RDC pendant un moment aussi, pendant 2-3 semaines? Comme ça, on est certain à ce moment-là qu'il n'y a aucun cas qui sort. Le ministre Mouya vous a dit tout à l'heure, oui, le nombre de cas est élevé. On est à 808 cas, c'est élevé. Mais non, il y a une stratégie pour pouvoir limiter la transmission. D'abord, je viens de vous dire que le plus important, c'est le suivi des contacts. C'est ça la vraie mesure de santé publique. C'est vraiment le suivi des contacts. Quelqu'un qui n'a pas été en contact de qui que ce soit, pourquoi vous voulez l'empêcher de se promener? Parce que cette maladie-là, encore une fois, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas aéroporté. C'est vraiment le contact avec un malade qui présente des symptômes. Qui présente des symptômes avec un malade, pas quelqu'un qui est en bonne santé. Moi, là, je suis parti à une tourisme, je reviens, si vous me touchez, vous ne tombez pas malade. Mais je veux dire, rappelez-vous qu'on a eu des centaines et des centaines de personnels de santé tués dans l'épidémie de 2015. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec le malade. C'est vraiment le contact qui est le problème. Et donc, la vraie stratégie, c'est le suivi des contacts. Et donc, nous avons répertorié quasiment tous les contacts des malades. Mais j'ai dit, et je reconnais que j'ai dit que nous sommes à 63% de taux de suivi, parce que beaucoup de malades, malheureusement, beaucoup de contacts, malheureusement, sont gardés, on ne veut pas se dénoncer ou on ne veut pas les signaler. Et c'est pour ça que je fais l'appel à tous les responsables locaux de dire, ne prenez pas ce risque-là d'avoir quelqu'un qui peut développer la maladie à côté de vous. Le contact, ce n'est pas quelqu'un qu'on va arrêter. Le contact, c'est quelqu'un que nous allons surveiller régulièrement pour voir s'il développe un symptôme. S'il développe un symptôme, en ce moment-là, on dit, OK, lui, il a développé un symptôme, on peut maintenant l'isoler et le traiter. Mais si vous le cachez, c'est un problème. Si on doit fermer, nous-mêmes, nous avons dit, on ne ferme pas la frontière. Nous avons reproché à l'Ouganda d'avoir fermé la frontière. Nous ne pouvons pas lui reprocher et puis venir nous-mêmes fermer les frontières. Si c'était une mesure de santé publique, on la prendrait. Gardez à l'esprit que ce n'est pas Roger Kamba qui refuse. C'est les évidences scientifiques qui nous disent que ce n'est pas une mesure de santé publique. Le règlement sanitaire international dit, en cas d'épidémie, ne fermez pas de frontières. Sincèrement, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je n'étais même pas là. Mais c'est pour montrer que tous les scientifiques sérieux qui se mettent ensemble, vous avez peut-être suivi le professeur Peter Piot, qui est le co-découvreur, avec le professeur Mouyembe, du virus d'Ebola. Tout à fait. Il a dit, même dans l'avion, on lui a posé la question, mais dans l'avion, si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est malade, il a dit, ouais, je peux être inquiet, mais si on ne se touche pas, il n'y a pas de risque.
C'est le professeur Peter Piot. Ce n'est pas le docteur Kamba qui dit ça. Et donc, ce n'est pas ma décision. Moi, j'applique la décision scientifique en sachant qu'il peut y avoir un risque que quelqu'un quitte Bunia, passe par Kisangani, arrive à Kinshasa. Oui, ça peut arriver. On va le prendre, on va le soigner, on va l'isoler, et puis on va arrêter l'épidémie. On a arrêté 16 épidémies en faisant ça. On va arrêter celle-ci aussi. C'est vrai qu'elle est dans une province où il y a beaucoup de mouvements, très denses, où il y a beaucoup de commerçants. C'est un défi en plus, mais c'est un défi qu'on va relever. Voilà. Mais, monsieur le ministre, peut-être que vous pouvez nous dire un mot, parce que vous êtes là, sur l'Ouganda justement. Il a été convenu par les deux chefs d'État de construire des centres de traitement dans des points frontaliers bien identifiés. Alors, rappelez-vous d'abord que moi-même, j'étais en Ouganda et que nous avons discuté ensemble. Nous avons levé le plan que nous avons de riposte aujourd'hui. C'est un plan que nous avons validé avec l'Ouganda et le Sud-Soudan, rappelez-vous. Lors de cette rencontre, nous avions décidé qu'effectivement, nous devions mutualiser nos efforts pour que nous puissions ensemble venir à bout de ce problème. Et les deux chefs d'État, effectivement, se sont parlé. Ils ont décidé d'aller dans ce sens-là et de valider cette stratégie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai donné mon accord pour que l'Ouganda construise son centre de traitement à Arua. De notre côté, c'est Aru, de l'autre côté, c'est Arua. De telle sorte que si on a des malades à ce niveau-là, que nos capacités soient ensemble. Oui, on travaille avec l'Ouganda pour mutualiser aussi bien le testing, le suivi des malades que la prise en charge. Voilà, on va prendre la dernière question en français des messieurs les amis. On prendra la question de madame Nathalie. Je sais qu'il y a encore des questions, mais on pourra revenir à un autre exercice pour le confrère qui ont des questions qui n'auront pas de réponse. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre, docteur Kamba, la dernière fois quand vous étiez ici avec nous, vous devriez rencontrer le lendemain, je crois, l'ambassadeur russe ou quelqu'un de chez eux qui devait venir vous voir. Je voudrais savoir, et piquer ma curiosité, si vous avez évoqué la question relative aux vaccins éventuels, s'il y en a dans des pipelines. Et puis, vous avez évoqué ici la difficulté qu'il y a par rapport à la communication, parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est une maladie inventée de toutes pièces et tout ça. Je voudrais savoir... l'autre défi, c'était plutôt à l'époque la manière de dispatcher les kits et tout ce que vous avez apporté comme besoin là-bas. Si 31 zones sont touchées à ce jour, par rapport à aujourd'hui par exemple, vous êtes déjà à quel niveau par rapport au pourcentage de dispatcher tout ce que vous avez apporté à nos populations là-bas? Et puis, bon, vous êtes contre le fait que, pas vous, hein, mais les règles en la matière, contre le fait que l'on ne puisse pas fermer les frontières d'un côté. Mais de l'autre, que pensez-vous à cette opinion qui dit, par exemple, qu'on pourrait probablement, vous, au niveau du gouvernement, confiner nos frères et sœurs qui sont dans ces zones-là, en Ituri? Vous, au niveau du gouvernement, vous en dites quoi? Ce sont là mes questions. Est-ce que la question de confinement, ce n'est pas celle à laquelle je venais de répondre? et même la question sur le vaccin monoclonal. Ok, bien... Non, je sais, mais encore une fois, il y a des mesures qui paraissent de bon sens. Mais parfois, ce n'est pas nécessairement le bon sens scientifique. Je rappelle qu'on a déjà eu 16 épidémies. Je rappelle que l'année passée, nous avons eu épidémie d'Ebola l'année passée. C'était à Boulapé, dans le Kasaï, à côté de l'Angola, avec la possibilité d'arriver à Kinshasa. Il est beau arriver à Kinshasa. On n'a pas confiné Boulapé. C'était la même question qui se posait. Et si un cas se retrouvait dans un bateau, finalement à Kinshasa, c'est la même question qui se pose encore. Mais la même question s'est posée en 2018, quand il y avait le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri touchés déjà. On n'a pas confiné.
Et je vous rappelle qu'il y avait eu 3000 malades, qu'il y a eu plus de 2000 morts. Là, je vous parle de, pour l'instant, je ne dis pas comment ça va évoluer l'évolution, comment ça va être, l'épidémie va évoluer. Nous sommes à 192 morts. Je ne dis pas que je compare, mais je veux seulement dire qu'on prend les mesures qui sont des mesures éprouvées. Si on commence à inventer des mesures qui montrent qu'on panique, ça montre qu'on n'est pas constant, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas paniquer, il faut faire les choses correctement. Il y aura peut-être 800 malades de plus, je n'en sais strictement rien. Il y aura peut-être moins, il y aura peut-être plus, je n'en sais rien. Mais nous devons appliquer les mesures éprouvées. On ne doit pas commencer à inventer à chaque coup quelque chose en disant « et si on essayait ceci, et si on essayait cela ?» Je répète que le règlement sanitaire international dit que quand il y a une épidémie de ce genre, on ne ferme pas les frontières. C'est après avoir éprouvé beaucoup de méthodes et beaucoup de confinements même. L'Union européenne nous dit qu'il n'y a pas de raison de fermer les frontières. Les Américains disent « ah, chez nous, vous ne venez pas, si vous venez de... » Vous voyez? Quelle est la bonne mesure? Est-ce que vous pensez que les Européens ne sont pas capables de voir qu'il y a une épidémie qui peut arriver chez eux? C'est possible. Peut-être que demain, ils vont changer. Mais ce que je veux dire, c'est que nous appliquons des mesures éprouvées. Nous n'essayons pas, on ne fait pas de la petite magie tous les jours là. On dit quels sont les grands principes, quels sont les grands remèdes, on les applique. Peut-être que dans un autre contexte, il reviendra qu'il faut fermer. En ce moment-là, tous les comités scientifiques s'asseyeront et diront est-ce qu'on s'est trompé ou pas. Mais pour l'instant, avec ces épidémies, on ne s'est pas trompé. Donc je ne pense pas qu'il faille maintenant commencer. Oui, l'opinion, on la comprend, mais c'est notre rôle d'expliquer à l'opinion. C'est notre rôle de travailler pour que l'opinion comprenne ce que nous faisons. Parce que gérer, c'est voir un peu tous ces aspects-là. Bien sûr, comprendre les inquiétudes des populations, mais d'autre part, ne pas essayer des méthodes non éprouvées parce qu'il faut suivre un certain courant. Pour l'instant, tous les scientifiques autour de moi et tous les décideurs épidémiologistes disent que ce n'est pas la bonne méthode. Alors maintenant, pour ce qui est des défis de logistique, encore une fois, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur les 31 zones de santé, 85% des cas sont confinés dans 4. Il y a des zones de santé où il y a 2 malades, où il y a 1 malade. Mais nous les comptons tous, c'est pour ça qu'il y en a 31. Mais c'est Mongwalu, c'est Bunia, c'est Rwampara et c'est Nyakoundé où il y a le plus de malades présents. Et donc, nous apportons à tous ces niveaux-là tout ce qui est la chaîne logistique. Mais, comme l'a dit John Kanyunyu tout à l'heure, si vous allez maintenant, vous allez voir que les problèmes qui se posaient il y a 3 semaines ne se posent plus ou alors de manière marginale. Donc oui, on a au niveau logistique de quoi couvrir effectivement et on couvre toute la prise en charge des patients de manière sécurisée. Mais Monsieur le ministre, peut-être que alors il faut, au-delà des mesures qui sont déjà prises, évidemment, je ne suis pas spécialiste, avoir une stratégie plus ciblée et plus robuste sur, par exemple, Mongwalu, qui est l'épicentre. À défaut des confinés, peut-être qu'il faut envisager d'autres mesures. Oui, on a d'autres mesures. D'abord, renforcer les points de contrôle. Je rappelle que quelqu'un qui n'est pas malade, il ne contamine pas. Renforcer les points de contrôle. Et ça, nous allons encore travailler pour que, à ce niveau particulier, que la surveillance soit encore au-delà de 100%, pour que vraiment on soit certain d'une chose. Deuxièmement, retrouver, mais de manière très très ciblée, de manière très efficace, tous les contacts de ce niveau-là. Par contre, les contacts, on ne leur permet pas de bouger, surtout les contacts directs. Eux, on ne leur permet pas parce qu'ils vont développer la maladie probablement. Les contacts directs, eux, par contre, c'est pour ça qu'on a la liste des contacts. On a vraiment la liste de contacts, on est au-delà de 5 000, presque 6 000 contacts, on a la liste de contacts. Et donc, eux, par contre, il faut vraiment les garder pour pouvoir les surveiller, parce qu'éventuellement, même d'ailleurs, on les isole. Mais c'est vraiment ces deux choses-là qu'on doit faire en plus, sans nécessairement fermer la frontière.
Voilà, merci. Je crois que sur la question sur le vaccin Oh oui, je vais répondre à cette question-là. Ce n'était pas le vaccin monoclonal, c'était l'ambassadeur russe. L'ambassadeur russe qui devait venir. Alors, d'abord, vous avez vu, peut-être que je suis parti avec le chef de l'État en Égypte pour signer des accords. Donc, on n'a pas pu se voir avec l'ambassadeur russe que je vois, je pense, mon assistante m'a dit, je pense, avant la fin de la semaine, je le vois. Et en ce moment-là, je saurai ce qu'il demande, ce qu'il propose réellement. On ne s'est pas encore vu. Voilà, merci. Dernière question, Aninga. La maman Nathalie. Matondo mingi, motuna ya liboso, na sango, tozwi kouta kuna na nizi. E sakola miete, epai ya bakima bitumba, ya kwapa, je pense que je ne la prononce en malamu, baye basengeli komema lisungi to ba équipe ya riposte. Ba pesela makinzela ya kokota te. Soko koki kolimbolela biso likambo ye wana. Ya mibale esali sanza wuto bokono ya Ebola esakola maki otalisi biso motango na bato baye bazui bokono baye babiki baye bawe pe bongo na bongo. Kasi na motango eye wana na kati na bango bana mikepe bazali to kaka bakolo yango nde mituna na ngai. Oya mibale ezali eza makasi penza te bana mikepe bayali. D'ailleurs na bawo babiki oya lelo mwana moko ya 10 ans pe abiki azobima. Donc bana mikepe bayali. Mais na ndenge so totali lingomba nyonso wana ebele bazali bato entre 25 et 45 ans. Donc penza bato oyo bazo tambola à gauche droite, baza en contact na ba malade, bato bazo ke koboto la bibembe, c'est vraiment bango. Ya mibale oto moni na kati wana basi baza moi mingi koleka mibali, à peu près 53%. Donc bana mike bayali, mais pourcentage mingi te. Ba mikolo ya bampaka bayali neti babiso, mais pourcentage mingi te. Mais na kati wana entre ba 25 ans na ba 45 ans. Bilenge pe bazali. Donc ba mbula nyonso ezali na kati wana. Donc ba amike pe bayali. Pe na ba bébé. Po mama moko akufaki na yango abotaki bébé pe akufaki na yango. Donc na ba bébé pe bayali mais bana baza mke mikolo ya mikolo penza baza mike ebele baza penza na kati wana. Pona oya yambo oya ba réfugié toyebi que na Ituri kuna bisika mibale to misato nde esika penza insécurité yali. Mais Ituri mobimba o etikali ezali kimia biso tokendaki kuna ayebi yango tokendaki kuna ezali kimia. Nesiko oyo ba réfugié bayali oto moni ezate que bato wana ba pembeni ya bandako na bango. Bamusu ba penza 5 km na ndako na bango, mais tozo comprendre te pourquoi bazo landa mibeko ya ba chef de guerre na bango na o bazo bimisa bango na bandako. Et donc pour na biso kokoma kuna ça devient difficile, il faut être accompagné par l'armée. Mais na uti kolobawa 85% ya bato bazo bela baza na 4 zones de santé. Bisika nyonso wana tozo kota. Donc o etikali wana o esika ba réfugié bazali vraiment c'est marginal na moya lelo. Peut-être que lobby kozala ndenge mususu mais na moya lelo ezo poser biso penza problème mingité. Voilà, merci beaucoup monsieur le ministre. Avant de terminer justement ces briefings de ce jour, on parlait beaucoup d'informations ici et des communications. Nous avons mis en place une plateforme Info Ebola qui vous permettra d'avoir toutes les données depuis le début de l'épidémie. Le site REP dont le ministre a parlé tout à l'heure qui renseigne. Peut-être que les gens n'ont pas suffisamment entendu la précision que dès qu'on détecte un cas dans une zone de santé, on considère que l'épidémie a commencé. Donc c'est ce qui nous permet, entre autres, d'avoir des statistiques quotidiennes. Et donc si vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette plateforme Info Ebola, qui aura évidemment un chatbot qui permettra aux uns aux autres qui ont des questions, qui veulent savoir où est-ce que nous en sommes, de poser leurs questions et d'obtenir des réponses. Évidemment, il y a un travail
mise à jour qui se fera au quotidien, un peu comme le ministre quand il parle de chiffres. Hein. C'est des chiffres qui sont mouvants parce que le travail, en réalité, ne s'arrête pas. Le travail s'est fait au quotidien. Et donc, de ces points de vue professionnels des médias, vous aurez l'occasion, on vous partagera le lien, prière, de suivre et de partager dans vos milieux respectifs pour tous ceux qui ont des besoins pour s'informer davantage sur notre stratégie et comment évolue la riposte. Docteur, on va terminer cet exercice de redevabilité ici, mais on ne va pas terminer sans mentionner le grand jour. Je voudrais rappeler une chose, que même si les supporters congolais ont été privés par des mesures qui ont été prises ici, je ne reviendrai pas, de s'y rendre aux États-Unis, mais ceux qui sont avec nous à Kinshasa ou aux États-Unis peuvent nous partager l'expérience Léopard. Je voudrais finir sur l'image parce que le retour à la Coupe du Monde, c'est aussi la célébration de notre culture. Je crois que nous avons été imbattables dans le look. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le monde entier qui l'ai dit. Au moins, on ne parlera pas que de la situation d'Ebola ici. Au moins, on parlera justement de ces talents à la fois artistiques et culturels qui montrent en réalité ce que nous sommes. Donc, il faut qu'on considère que cette participation à la Coupe du Monde, c'est aussi un moment pour raconter une autre histoire. Donc, on invite tous ceux qui sont aux États-Unis, qui auront peut-être le privilège d'aller au stade, et tous ceux qui sont à Kinshasa de partager leur expérience Léopard pour que nous puissions faire de ce moment un moment d'unité et de résilience. Et Monsieur le Ministre, c'est dans l'unité aussi et dans cette résilience que nous viendrons à bout de cette épidémie, comme c'était le cas pour les précédents. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais en tout cas pour ce soir. Non, le dernier mot, c'est la belle image. La belle image. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et merci à vous d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci et bonsoir chez vous.